Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'information. Le monde en 60 minutes, comme son nom l'indique, c'est tout simplement un tour du monde en 60 minutes, c'est-à-dire en une heure. Nous allons déjà faire le tour des 5 continents. Cela veut dire l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie et bien sûr d'autres choses encore. Et cours de la première partie qui est réservée au reportage, nous parlerons déjà du Mali où les élections se préparent depuis quelques temps. Et d'ailleurs, un des candidats a fait un petit tour du côté du Nord Mali. Nous allons également parler de l'Italie où il y a eu ce qu'on appelle un rappel à l'ordre, rappel les insultes contre une ministre noire. Nous parlons également des tirs d'obus vers la partie israélienne du Golan de la Syrie. Et bien sûr, d'autres sujets que vous aimeriez encore écouter, surtout voir de vos propres yeux et surtout entendre de vos propres oreilles. Dans la seconde partie, ensemble, nous allons feuilleter quelques colonnes des journaux pour savoir réellement et spécifiquement ce que nos amis et confrères de la presse écrite ont traité comme information au cours de cette semaine qui s'achève. Madame, monsieur, tout de suite et maintenant, la première partie, elle est réservée au reportage. Un haut responsable américain a appelé à l'apaisement et au dialogue en Égypte après des entretiens avec de nouvelles autorités au Caire, où plusieurs dizaines de milliers de partisans du président déchu Mohamed Morsi ont à nouveau manifesté. En milieu de soirée, des échauffourées ont éclaté entre 200 personnes qui ont bloqué un des principaux ponts de la capitale en scandant Morsi est notre président et des forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. La première des priorités doit être de mettre fin à la violence et de commencer un dialogue sérieux et soutenu entre toutes les parties, a fait valoir le secrétaire d'État adjoint Bill Burns. Un tel dialogue permettrait de ramener la paix. Jugeant que les derniers événements représentaient une seconde chance de créer un État démocratique, il a exclu que l'Égypte vive un scénario comparable à celui de la Syrie, ravagé par une guerre civile. Le nouveau pouvoir égyptien n'a pas donné d'écho de cette requête, assurant que l'ex-chef d'État se trouvait en lieu sûr et était traité dignement. Auparavant, Bill Burns s'était entretenu avec les principaux responsables intérimaires, le premier ministre Azem Beblaoui, le président Adli Mansour et le général Abdel Fattah al-Sisi, le nouvel homme fort du pays qui devrait rester ministre de la Défense. La visite de Bill Burns est la première d'un haut responsable américain depuis le renversement de Mohamed Morsi par l'armée, après des manifestations monstres. Les violences qui ont suivi ont fait une centaine de morts. L'Égypte est depuis des décennies un allié clé pour les États-Unis qui apporte à l'armée une aide annuelle de 1,3 milliard de dollars. Washington s'est jusqu'à présent abstenu de parler de coup d'État, ce qui entraînerait une suspension automatique de l'aide. Les frères musulmans veulent continuer de manifester pacifiquement, a assuré un porte-parole Ahmed Aref. Nous avons une cause juste pour laquelle nous sommes prêts à nous sacrifier. Les anti-Morsi, qui reprochent au président déchu d'avoir gouverné au seul profit de sa confrérie et de n'avoir pas fait face à la crise économique, comptaient pour leur part se rassembler sur la place Tahrir et aux abords du palais présidentiel. Mais leur mobilisation semblait plus faible que celle de leurs adversaires en milieu de soirée. L'initiative égyptienne pour le droit personnel, une ONG locale, s'est alarmée d'une recrudescence des violences contre les chrétiens coptes, accusés par certains islamistes d'avoir œuvré au renversement de Mohamed Morsi. Les combats dans l'est de la République démocratique du Congo ont fait 130 morts en 24 en début de semaine, a affirmé le gouvernement de Kinshasa, les Nations Unies se disant prêtes à employer la force armée pour stopper les avancées des rebelles. Selon la mission de l'ONU en RDC MONUSCO, les rebelles congolais du mouvement du 23 mars ont renforcé leur position autour de la ville de Goma à l'aide d'artillerie lourde et d'un blindé. En fin de matinée à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende avait assuré à la presse que l'armée avait infligé de très lourdes pertes aux rebelles. Selon lui, 120 rebelles du M23 et 10 soldats avaient été tués, mais aucun bilan n'a pu être obtenu auprès du M23 ni de sources indépendantes. Ces nouveaux combats avaient commencé dimanche en début d'après-midi à une douzaine de kilomètres de Goma, dans les villages de Moutao et Kibati. Le M23 est constitué d'anciens militaires congolais qui se sont mutinés et ont trouvé, selon la RDC et les Nations Unies, un appui en hommes et en munitions auprès des gouvernements ougandais et rwandais. Mais ces deux pays voisins nient toute assistance au M23. Depuis dimanche, rebelles et gouvernements congolais se rejettent l'initiative des nouveaux combats.
Lambert Mende a assuré que les rebelles congolais soutenus par les troupes régulières rwandaises avaient attaqué les positions des forces armées. De son côté, le M23 a affirmé qu'il condamnait avec la dernière énergie cette reprise de la guerre à l'initiative du gouvernement congolais. Enfin, le Rwanda a accusé lundi soir l'armée de RDC et la MONUSCO d'avoir délibérément bombardé 2 villages rwandais frontaliers. Les combats engagés dimanche près de Goma sont les plus violents depuis 9 mois. En novembre 2012, le M23 avait occupé Goma pendant une dizaine de jours après avoir rapidement défait l'armée pourtant soutenue par les casques bleus onusiens. Les rebelles s'étaient retirés de la ville sous la pression des pays de la région en échange de l'ouverture des négociations avec le gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Mais ces discussions entamées en décembre à Kampala n'ont pas beaucoup avancé depuis, le gouvernement refusant qu'elles soient élargies au niveau politique et social. L'ONU, qui entretient 17 000 casques bleus en RDC, avait été pris à partie en fin 2012 pour son incapacité à protéger les populations du Nord Kivu. Les Nations Unies ont depuis imposé un accord cadre signé à Addis Abeba le 24 février. Tous les pays de la région se sont alors engagés à ne pas appuyer les mouvements rebelles agissant dans l'est de la RDC. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté en mars une résolution créant une brigade d'intervention de 3 000 hommes chargée de neutraliser les groupes armés dans la région. Cette brigade, qui sera composée de soldats tanzaniens, sud-africains et malawis, se met lentement en place et devrait, selon des sources occidentales, n'être pleinement opérationnelle qu'en fin août. La fièvre électorale monte l'adrénaline au Mali. Les candidats au prestigieux poste de président de la République se déploient, chacun utilisant toutes les ruses pour se tailler une place de choix au terme du premier tour de la présidentielle prévu le 28 juin prochain. Ibrahim Boubacar Keïta, l'un des principaux candidats à cette élection historique du peuple malien, était à Kidal cette semaine pour tenter de séduire un électorat en proie malgré les conditions d'accès difficiles. C'était donc au cours d'un meeting fort révélateur que le candidat s'est distingué, non sans dérouler sa feuille de route. Attitude plutôt enchanteur, illustrant un homme politique prêt à tout mettre en œuvre pour atteindre ses fins. En face, un adversaire de poids, Soumaïla Cissé, qui s'est rendu également à Kidal, situé à 1500 km au nord-est de Bamako. Et le président de l'Alliance pour le Mali promet de refonder l'État en cas de victoire. À Kidal, où Ibrahim Boubacar s'est rendu lundi soir, la situation reste tendue malgré les accords de cessez-le-feu signés le 18 juin 2013 à Ouagadougou entre autorités maliennes et rebelles Touaregs, lesquels accords prévoient un déploiement de l'armée malienne et un cantonnement des combattants Touaregs sur les sites de regroupement et qui sont respectés. Seules les tensions actuelles et l'impréparation du scrutin dans la ville font craindre qu'il ne puisse avoir lieu comme prévu. L'on note tout de même une volonté manifeste des Maliens de cette partie litigieuse du pays à participer activement au scrutin présidentiel du 28 juillet prochain. C'est de là que sortira le futur président de la République qui aura pour objectif de reconstruire le pays. Fin de cavale pour Miguel Ángel Treviño, chef de l'un des groupes criminels les plus violents du Mexique. Il est considéré comme l'un des criminels les plus dangereux et les plus recherchés du Mexique. Il a été arrêté lundi à l'aube par les forces de la marine de guerre mexicaine et les Américains offraient 5 millions de dollars pour toute information menant à son interpellation et les Mexicains, eux, en offraient 2,3 millions. Miguel Ángel Treviño, 40 ans, a été intercepté alors qu'il était au volant de son pick-up à quelques kilomètres seulement de sa ville natale, Nuevo Laredo, au nord-est du Mexique. Eduardo Sanchez, le porte-parole pour les questions de sécurité, a précisé qu'aucun coup de feu n'a été tiré. Les militaires mexicains ont saisi 2 millions de dollars en espèces, ainsi que 8 armes et 500 cartouches. Miguel n'a donc pas eu le temps de riposter. Miguel Ángel Treviño, dit 7h40, selon ce que nous révèle le Figaro, était accompagné de 2 personnes supposées être un garde du corps et un opérateur financier du cartel. Il faut préciser que cette arrestation est la plus importante au sein du crime organisé depuis la prise de fonction du président Enrique Peña Nieto en décembre de l'année dernière, c'est-à-dire en 2012.
Il remplaçait ainsi Felipe Calderón, qui a passé environ 6 ans au pouvoir, de 2006 à 2012, avec un mandat marqué par une vague de violence ayant fait plus de 70 000 morts liés au crime organisé en 6 ans. Le groupe des Zetas avait été créé, il faut bien le mentionner, à la fin des années 90 par des anciens membres d'un corps d'élite de l'armée mexicaine. Et il constituait alors la garde personnelle du chef du cartel du Golfe, Osiel Cárdenas Guillén. Vers 2010, les Zetas rompirent avec leurs anciens chefs, provoquant une lutte sanglante dans le nord-est du Mexique, un conflit accentué par la rivalité avec les autres cartels, tels que Sinaloa, pour le contrôle des routes de la drogue vers les États-Unis. Miguel Treviño était devenu le chef des Zetas après la mort en octobre 2012 dans une action de la marine militaire de Heriberto Lascano, alias El Lasca qui signifie le bourreau en français, dont le corps avait été enlevé par un groupe armé et dont on n'a jusqu'à présent pas retrouvé la trace. La capture de Treviño est bien un coup dur pour les Zetas, mais c'est aussi une grosse victoire pour le président Enrique Peña Nieto, qui avait promis de réduire considérablement la violence et l'insécurité qui minent le pays. C'est pour ainsi le dire, un véritable ouf de soulagement pour le peuple mexicain, qui depuis belle lurette est confronté à ce problème d'insécurité, impulsé par tous ces narcotrafiquants qui résident sur le sol mexicain. Mais tout n'est pas encore gagné pour la classe politique au pouvoir, car de nombreux groupes criminels sont encore en train de se maintenir dans l'invisibilité. Nous souhaitons au Mexique de trouver très vite la sérénité, loin de ceux-là qui n'ont pas de projet constructif pour le pays. Le président du Panama annonçait lundi que son pays avait arraisonné un navire nord-coréen venant de Cuba soupçonné de transporter des composants de missiles ou bien ce qui s'y rapporte avant son entrée dans le canal de Panama. Le cargo se trouvait encore d'Erlor dans le port de Manzanillo, au nord de l'entrée du canal, et une inspection approfondie du chargement se poursuivait, avait indiqué Ricardo Martinelli sur Radio Panama. Selon les premières informations, le cargo Chong Chong Gang avait été intercepté la semaine dernière à l'entrée du canal, côté Atlantique dans les eaux territoriales panaméennes. Martinelli avait ajouté que le capitaine du navire avait tenté de se suicider et que l'équipage, composé d'environ 35 hommes, s'était révolté quand la police est intervenue et avait tenté de saboter la fouille du bateau qui transportait plus de 220 000 quintaux de sucre et des conteneurs que les autorités panaméennes soupçonnaient de contenir des équipements perfectionnés de missiles, chose non autorisée. Mais aucune drogue n'avait été jusque-là retrouvée dans le bateau, uniquement du matériel militaire, affirmait Javier Caraballo, un responsable de la lutte anti-drogue. Cuba est le seul pays communiste d'Amérique et un des rares alliés de la Corée du Nord avec la Chine. Les Nord-Coréens, qui produisent des missiles de tout type, ont lancé en décembre dernier une fusée à 3 étapes qui a placé un satellite en orbite. Pyongyang avait parlé alors d'un lancement à des fins scientifiques, mais de nombreuses voix s'étaient élevées contre cette action en parlant de missiles lancés au mépris des résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Prévu lundi 15 juillet au soir, l'exécution de Warrell Hill, un handicapé mental condamné à mort pour le meurtre d'un prisonnier en 1990, a été suspendue par la justice de l'État de Géorgie aux États-Unis et reprogrammée jeudi soir afin qu'un tribunal puisse examiner un ultime retour. C'est la 3e fois que son exécution est reportée. Nous sommes soulagés que le tribunal ait suspendu l'exécution de Warrell Hill, un homme avec un retard mental et qui a un coefficient intellectuel non contesté de 70, a déclaré son avocat Brian Kammer. La justice a examiné jeudi un recours formulé par l'avocat contre une loi récente de l'État de Géorgie qui permet aux autorités de garder secrète l'origine du produit qui sera injecté, le pentobarbital. Avec l'arrêt de sa production aux États-Unis, la Géorgie a des difficultés à s'en procurer et les avocats craignent que l'État n'importe des produits périmés qui risqueraient de faire inutilement souffrir Warrell Hill. Mais la polémique autour de l'exécution de Warrell Hill se concentre sur le fait qu'il a été déclaré attardé mental, le terme juridique employé par tous les médecins qui l'ont officiellement examiné. Or, le système judiciaire de Géorgie n'a pas permis à son avocat
de faire valoir les récents témoignages de médecins reconnaissant son retard mental. Seule la Cour suprême peut renvoyer l'affaire devant la justice pour qu'elle examine les témoignages de 3 médecins qui ont récemment changé leur diagnostic pour affirmer que le prisonnier était bien attardé mental, contrairement à ce qu'il avait estimé à l'époque de sa condamnation. En août 2012, l'exécution de Marvin Williams, diagnostiqué attardé mental léger, avait déclenché la polémique sur cette question. Depuis 2002, la Cour suprême des États-Unis bannit en effet l'exécution des attardés mentaux, qui serait une violation du 8e amendement de la Constitution américaine, interdisant les actes cruels ou inhabituels. Mais la définition du retard mental est floue et chaque État fixe ses critères. En Géorgie, en l'occurrence, les troubles mentaux doivent être prouvés au-delà d'un doute raisonnable pour qu'un condamné ne soit pas exécuté. Le conflit syrien est en passe de prendre une autre tournure, au vu des obus tirés vers la partie du Golan occupée par Israël. Un porte-parole militaire israélien affirme que ces tirs, résultant des combats entre l'armée syrienne et rebelles, n'ont causé aucun dégât ni fait des victimes, l'intention n'étant pas de viser particulièrement Israël, mais un acte tout de même qualifié de grave violation de l'accord de cessez-le-feu signé en 1974 entre Israël et la Syrie, selon Ram Prosor, ambassadeur de l'Israël à l'ONU. Ce dernier appelle la communauté internationale à condamner ces tirs syriens qui peuvent susciter de la riposte israélienne. On rappelle qu'Israël, officiellement en guerre avec la Syrie, occupe depuis la guerre des 6 jours en 1967 quelques 1200 km du plateau stratégique de Golan, qu'il a par la suite annexé. Une décision jamais reconnue par la communauté internationale. Depuis lors, Golan est en mouvement avec la chute d'obus en provenance de Syrie. Israël avait d'ailleurs occasionnément riposté en visant la source de tir. On s'en souvient que les tensions se sont accrues lorsqu'Israël a mené début mai dernier les raids aériens visant des dépôts d'armes près de Damas, déclarant la colère des Syriens qui ont promis répondre immédiatement à toute nouvelle frappe israélienne. Des coups de feu tirés en direction des militaires israéliens qui ont par la suite riposté, puis entamé une opération de ratissage, pourraient constituer d'éléments déclencheurs d'un conflit inquiétant. La question que l'on peut se poser est celle de savoir à qui profiteraient les frappes israéliennes en direction de la Syrie. On comprend aisément une volonté de faire passer Israël pour trouble fait. Allons-nous en arriver là? La suite des événements nous en dira plus. Le chef du gouvernement italien, Enrico Letta, a demandé lundi au chef de la Ligue du Nord de mettre fin aux attaques racistes venant de ce parti après de nouvelles insultes le week-end dernier contre Cécile Kyenge, Premier ministre noir de l'histoire de l'Italie. C'est une page honteuse de notre histoire, avait déclaré Letta devant la presse au sujet des propos tenus samedi par un des dirigeants de la Ligue, Roberto Calderoli, qui avait comparé Mme Kyenge à un ourang autant. L'État, après avoir lancé un appel à Roberto Maroni sur la fermeture le plus vite possible de cette sombre page, avait parlé de honte pour l'Italie, soulignant que l'affaire avait fait la une de la presse étrangère. Mais après une réunion de la direction politique de la Ligue, Maroni s'était contenté de juger suffisant les excuses de Calderoli, défendant que le dirigeant de la Ligue s'était trompé, qu'il avait reconnu son erreur et s'était excusé, disant basta aux polémiques et aux manipulations. La Ligue avait même semblé vouloir surenchérir. Après avoir pris acte des excuses de Roberto Calderoli sur le cas Kyenge, le secrétariat de la Ligue avait décidé de donner encore plus de force à son initiative politique en organisant une manifestation sur la légalité et la lutte contre l'immigration clandestine le 7 septembre prochain à Turin, avait-elle indiqué dans un communiqué officiel. Toute la journée, la polémique s'était poursuivie avec de nombreux appels à la démission de M. Calderoli, qui est le président du Sénat. L'homme avait minimisé l'affaire, telle une plaisanterie, comparant tous les ministres à des animaux, notamment l'Opta à un héron. L'Organisation de défense des droits Articolo 21 avait annoncé avoir recueilli en un jour 90 000 signatures sur le site www.change.org demandant la démission immédiate de Calderoli.
Les insultes ont été l'objet. La ministre Kyenge configure le délit d'incitation au racisme et le parquet devait ouvrir des poursuites pour ce motif, soutenait le juriste Gianluigi Pellegrino. Mais une entreprise, selon la ministre Cécile Kyenge, d'origine zaïroise, qui la baisserait au même niveau que le vice-président du Sénat. Nous passons à la seconde partie de ce magazine d'information, Le Monde en 60 minutes de cette semaine. Nous commençons déjà avec la presse écrite, avec la journée de lundi dernier en France. Libération revenait sur le drame de Bretigny et parlait des failles du rail. Selon le journal, une pièce métal semblait responsable du déraillement de vendredi dernier. Mais la vétusté des équipements et le manque d'investissement dans le réseau posent question, relevait déjà Libération. Dans ses pages 18 et 19, Libé soulignait qu'Hollande voit poindre la reprise. Attendu sur le front économique, le président français s'est attaché à lutter contre le pessimisme des Français, arguant que la croissance est là. Sujet que l'on retrouvait lundi en page 2 du quotidien français de l'économie Les Échos, qui nous disait que François Hollande veut croire que la reprise économique est là. Le journal indiquait que le chef de l'État français, dans une interview donnée depuis l'Élysée à l'occasion du 14 juillet, a tenté d'envoyer un message de confiance à l'opinion, assurant vouloir battre en brèche le pessimisme et la crainte du déclin français, jouant les équilibristes. François Hollande, selon le journal, a affirmé comprendre les inquiétudes et avancer que la reprise économique est là. S'il a promis moins de dépenses en 2014, il n'a pas exclu de nouvelles hausses d'impôts, soulignaient déjà nos confrères, qui notaient par ailleurs que le président français a fermé la porte à toute exploitation de gaz de schiste en France. À la une du quotidien français de l'économie, Les Échos, bien sûr, nous affirmait que le rail français va devoir relever le défi de la sécurité. L'accident survenu vendredi à Bétigny-sur-Orge, qui a fait 6 morts et a été vécu comme un choc dans toute la France, a mis la nécessaire restauration du réseau ferroviaire et de son matériel roulant sous les feux des projecteurs. Drame de Bretigny, les trains sont-ils sûrs, s'interrogeait le journal catholique La Croix lundi, et qui notait que le déraillement du train Paris-Limoges a fait 6 morts. Le confrère relevait que cette catastrophe soulève la question de la sécurité sur certaines lignes. L'Humanité parlait de l'erreur d'aiguillage. Le journal fondé par Jean Jaurès soulignait que 3 jours après la catastrophe ferroviaire, la piste de la défaillance matérielle se précise. Selon le confrère, le déraillement met en lumière la vétusté du réseau et interroge la politique de libéralisation du rail. En page 7 du même journal, Le Figaro nous parlait de la SNCF. SNCF confirme qu'une éclisse est à l'origine de la catastrophe de Bretigny. Le journal relevait que les travaux titanesques se poursuivaient depuis vendredi dernier dans la gare de Bretigny, où les enquêtes se concentrent sur une pièce métallique reliant 2 rails. Usure, défaut d'entretien, malveillance, la cause de l'accident reste toujours à établir. Impôt, Hollande n'exclut pas une nouvelle hausse en 2014, pouvait-on lire à la grande une du Figaro, qui nous affirmait que le chef de l'État français n'a pas écarté une augmentation des prélèvements au nom du sérieux budgétaire. Optimiste, il assure aussi que le démarrage économique est déjà perceptible. Le quotidien de la capitale assurait que de plus en plus de manifestations culturelles sont gratuites en France au cours de ces vacances. Une bonne nouvelle au moment où le budget loisir diminue. D'où la une du quotidien Le Parisien. Spectacle, concert, théâtre, cinéma, cet été, c'est gratuit. La Voix du Nord s'était intéressée également à François Hollande, qui a eu un bain de foule au Fêtes de la Mer à Boulogne-sur-Mer. Le journal indiquait qu'après le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées, puis le retour de l'intervention télévisée en direct depuis le palais présidentiel, François Hollande a terminé son deuxième 14 juillet en tant que chef de l'État par une escapade à Boulogne-sur-Mer, où il a accordé au quotidien un petit entretien. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien affirmait lundi que Didier Robert se retranche au tampon. Le journal relevait que c'était une surprise dimanche lorsque Didier Robert a annoncé qu'il sera candidat sur la liste de Nathalie Bazir au municipal du tampon, renonçant ainsi à se présenter à Saint-Denis ou encore à Saint-Paul. En Suisse, la Tribune de Genève titrait l'acquittement de Zimmermann provoque la colère. Selon le journal genevois, des milliers de personnes ont manifesté dimanche soir à Times Square, à New York, au lendemain de l'acquittement très controversé d'un agent de sécurité qui avait tué en Floride l'an dernier un adolescent noir.
En Belgique, la Libre s'était intéressée où l'on recrute ce lundi, en tout cas c'était lundi dernier, relevait que les organismes régionaux de l'emploi ont actualisé leur liste annuelle de métiers sensibles sur le marché de l'emploi en pénurie et critique. Il y a des constantes, les infirmiers par exemple, d'autres disparaissent ou apparaissent. Vous pouviez le trouver en tout cas dans les pages 6 et 7 du journal belge La Libre Belgique. Dans ses pages 42 et 43, le quotidien belge souligne que FOM, Bruce M et sans oublier Tom sont les dieux de la scène. Le soir, autre quotidien belge titrait déjà lundi le top de l'armée encore trop flamand. Selon le journal, 2 généraux sur 3 sont néerlandophones. C'est trop, s'insurgeait déjà Denis Ducarme qui demande un rééquilibrage d'ici la fin de l'année. Le métro quotidien montréalais notait également l'indignation après l'acquittement de Georges Zimmermann. Le journal montréalais n'a pas manqué l'appel à la prudence face à la canicule, alors qu'une chaleur accablante s'est abattue en tout cas sur le sud-ouest du Québec jusqu'à mercredi dernier. Le directeur de santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal a émis déjà dimanche plusieurs recommandations que rapportait le quotidien lundi. En page 16, le métro s'était intéressé au groupe Voca People, chanteur d'une autre galaxie. Les 8 membres de Voca People, qui se produisent sans instrument, ont débarqué déjà lundi dernier du côté de l'Olympia. Et puis lac mégantic, démolition dans la zone rouge, pouvait-on lire à la grande une du quotidien Le Journal de Montréal, qui nous apprenait que 2 bâtiments instables ont dû être démolis dimanche dans la zone rouge de lac mégantic, afin de faciliter les recherches rendues extrêmement difficiles par les conditions extrêmes. Mardi déjà en France, Le Monde titrait « Reprise de la croissance, le pari à haut risque de François Hollande ». Selon le journal, le président français s'est montré optimiste sur l'état de l'économie, mais n'a pas exclu des hausses d'impôts en 2014. Pour Le Figaro, les experts ne partagent pas l'optimisme de Hollande, tout attaché à combattre le pessimisme en France. Le quotidien notait que François Hollande a surpris dimanche lors de son interview télévisée du 14 juillet en déclarant que la reprise est là 2 jours après la perte du triple A et alors que le PIB français pourrait reculer de 0,3% cette année. Les experts ne constatent, eux, aucune amélioration de la situation pour les entreprises. Dépôt de bilan en hausse depuis 1 an, baisse des embauches, carnet de commandes très faible, manque de visibilité. En page 16, Le Figaro nous apprenait que l'auteur de Harry Potter publie sous pseudonyme et fait un flop. La célèbre romancière a utilisé un faux nom, Robert Galbraith, pour signer un polar. Salué par la critique, le livre, faute de notoriété de l'auteur, ne s'est toutefois écoulé qu'à 1500 exemplaires depuis avril dans toute l'Angleterre, jusqu'à ce que le secret soit finalement éventré et que les ventes explosent. En page 20, Le Figaro s'était intéressé mardi à la recherche sur l'embryon et la mise en garde du philosophe Fabrice Adjadj, sujet que rapportait La Croix à sa grande une mardi. Recherche sur l'embryon, ce qui pourrait changer, c'était le titre choisi par le quotidien catholique pour indiquer que les députés doivent se prononcer déjà le même mardi sur une proposition de loi visant à autoriser sous condition la recherche sur l'embryon. Solidarité, l'anticrise, pouvait-on lire à la grande une de Libération qui écrivait « Chantier participatif, troc, marché, d'échanges, achats groupés, de plus en plus de systèmes contournent les principes capitalistes et remplacent la croissance à tout prix par le bien-être. Métropole, la démocratie interdite de séjour, c'était le titre choisi mercredi par l'Humanité qui soulignait que loin d'organiser une coopération entre villes, le projet de loi sur les métropoles éloignerait les citoyens des pouvoirs de décision. Le journal fondé par Jean Jaurès relevait qu'à Paris et Marseille, le gouvernement passe en force contre les élus. En page 6, l'Humanité notait qu'au Mali, Philippe Verdon, un des otages français enlevés par Al-Qaïda au Maghreb islamique, est probablement mort. En page 4, le quotidien s'est intéressé à la sidérurgie avec un rapport parlementaire qui pointe les dégâts de l'Europe libérale. Le quotidien français de l'économie, Les Échos parlaient des fermetures d'usines, la loi qui inquiète l'industrie. Selon Les Échos, les commissions des affaires sociales et économiques de l'Assemblée nationale examinaient déjà à partir de ce même mardi une proposition de loi du groupe socialiste visant à dissuader la fermeture d'une usine rentable et à inciter à la recherche d'un repreneur. Les parlementaires de la majorité entendaient ainsi respecter une promesse de campagne de François Hollande faite lors d'un déplacement sur le site d'ArcelorMittal à Florange. Le journal relevait qu'ils ont
renoncé à rendre obligatoire la cession d'un site rentable menacé de fermeture par crainte d'une censure du Conseil constitutionnel. Ils ont préféré une approche dissuasive en permettant aux salariés de saisir le tribunal de commerce et en renchérissant le coût des licenciements. Ces mesures ainsi que le dispositif anti-OPA hostile inclus dans le texte inquiètent les milieux industriels. Sujet que vous pourriez trouver en page 2 et 3 et surtout dans l'éditorial de Jean-Marc Vittori, page 9. La Voix du Nord notait que les buralistes sont piégés entre taxes et Belgique. Avec la nouvelle augmentation qui est intervenue lundi dernier, le prix du paquet de cigarettes tutoie désormais les 7 €, écrivait déjà le journal lillois qui indiquait par ailleurs qu'au Nord-Pas-de-Calais, les buralistes se sentent piégés entre la hausse des taxes et la désertion de leur clientèle, notamment vers la Belgique. Stationnement payant, fini les PV, place au forfait rapporté aujourd'hui en France. Mardi qui nous disait que les PV de stationnement payant ne sont pas rentables. Les députés ont commencé à examiner en tout cas depuis mardi un texte qui les remplacerait par les forfaits dont le montant serait fixé par chaque ville française. En page 4, le quotidien relevait que les attaques de squales se multiplient autour de l'île de la Réunion. Déjà lundi, près du rivage, une vacancière de 15 ans a été dévorée. D'où la petite une, la Réunion, les dents de la mer ont encore tué. À la Réunion, justement, le quotidien de la Réunion de l'océan Indien confirmait qu'à Saint-Paul, une ado de 15 ans est la deuxième victime de l'année. Elle a été dévorée par un requin. Sarah Rupert, c'est son nom, en vacances chez son père, se baignait lundi vers 14h15 au bord de la plage du Sable Noir de Saint-Paul, derrière le cimetière marin, lorsqu'elle a été dévorée par un squale, écrivait déjà le journal. La partie supérieure de son corps n'avait pas été retrouvée lundi soir. La dernière attaque mortelle contre un baigneur remontait déjà à 1999. Déjà lundi, en baie de Saint-Paul, l'eau était particulièrement trouble à cause de la mort de cette jeune fille. En Suisse, la Tribune de Genève relevait que Baby Plage, la seule plage publique, est dans un triste état. Selon le journal, malgré la fréquentation élevée en été, Baby Plage et son sable ne satisfont pas tous les baigneurs. À Martinique, France Antilles nous apprenait qu'un homme de 78 ans, photo à la une du quotidien, a été retrouvé mort à son domicile, victime d'un coup de couteau. L'hypothèse d'un cambrioleur qui aurait été surpris pendant son forfait semble pour l'instant la plus probable, de la une du journal, tué chez lui. Au Luxembourg, le quotidien titrait Tour de France, Froome et les Sky s'exaspèrent des soupçons. Le maillot jaune du Tour de France, Chris Froome et son équipe Sky n'ont pas caché lundi leur exaspération de voir leur performance mise en cause au lendemain de l'impressionnante victoire du Britannique au sommet du mont Ventoux. En Belgique, la Libre Belgique nous assurait que, promis, le RER wallon s'élancera en 2021. Un accord politique existe pour anticiper de 4 ans la mise en œuvre de la liaison Bruxelles-Autignies. Le journal indiquait que le gouvernement fédéral doit finaliser en tout cas vendredi dernier, en tout cas le vendredi, le méga plan d'investissement dans le réseau ferroviaire. Il y a un accord politique sur une accélération de l'achèvement du RER de la Wallonie vers Bruxelles. Un nouveau profil pour les fonctionnaires, pouvait-on lire à la grande une du quotidien belge Le Soir. Le quotidien belge écrivait d'ailleurs évaluation, prime, licenciement. Le Soir nous apprenait que les mutations sont en cours à la fonction publique. Les syndicats sont assez critiques depuis quelques jours. Le journal belge s'interrogeait sur le cas de la France où le chef de l'État parle de reprise. Reprise, peut-on croire Hollande? À Montréal, le métro nous apprenait que le Québec perd des plumes dans le cabinet Harper dans un jeu de chaises musical annoncé déjà lundi sur Twitter. Steven Blanet a été le seul Québécois à obtenir une promotion dans le cabinet de Stephen Harper en devenant le nouveau ministre de la Sécurité publique et de Protection civile. Toujours au Canada, le journal de Montréal indiquait mardi, il sera assez facile pour les enquêteurs de savoir si le conducteur du train qui a dévasté le lac Mégantic avait bel et bien appliqué les freins à main sur les wagons remplis de pétrole brut. D'où la une du journal, lac Mégantic, des indices qui ne mentent pas.
Mercredi, nous passons toujours avec cette revue de la presse, seconde partie de votre magazine d'information, toujours en France. Le Monde rapportait la guerre des salaires dans le cinéma français et nous affirmons que la convention collective divise la profession signée par les poids lourds de la production et deux syndicats de salariés. Elle entrera en vigueur le 1er octobre prochain, régulant un secteur jusqu'ici en marge du droit social, écrivaient nos confrères qui indiquaient par ailleurs que l'augmentation des rémunérations aboutirait à la disparition de la moitié des films, assuraient les producteurs indépendants et de nombreux réalisateurs. Le producteur Jean-Louis Margolin y voit une torpille lancée pour couler la majorité du cinéma d'auteur français. C'est dans ce climat empoisonné que Frédéric Bredin prend la présidence du Centre national du cinéma, notait déjà le journal. 50 millions de chômeurs, le défi des pays riches, c'était le titre choisi par le quotidien français de l'économie Les Échos pour relever que les 34 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique comptaient en mai dernier près de 50 millions de chômeurs, soit 36 millions de plus par rapport à la situation qui prévalait avant la crise. Selon le journal, la situation est particulièrement inquiétante pour la zone euro, à l'exception de l'Allemagne et de l'Estonie. Le chômage est appelé à poursuivre sa progression pour culminer à 12,3% de la population active fin 2014. Le constat est d'autant plus alarmant qu'il s'accompagne d'une situation désastreuse pour les jeunes. Pour la France, l'OCDE ne croit pas que la courbe du chômage s'inversera en fin d'année comme le promet François Hollande. Le taux de chômage français devrait progresser jusqu'à 11,2% fin 2014. Angel Gurria, le secrétaire général de l'OCDE, a appelé les pays riches à redoubler d'efforts pour enrayer ce fléau. Politique de soutien de la demande, de réformes structurelles destinées à renforcer la croissance sont préconisées. Il insiste aussi sur la nécessité de renforcer les politiques d'aide à la recherche, d'emploi et à la formation. Dans l'affaire Cahuzac, 3 ministres sont sur le grill, rapportait le Figaro mercredi. Christiane Taubira, Manuel Valls et Pierre Moscovici ont été auditionnés par la commission d'enquête parlementaire. Selon le quotidien, les 3 ministres interrogés par les membres de la commission parlementaire chargés de faire la lumière sur la gestion par le gouvernement de l'affaire Cahuzac ont réaffirmé qu'il n'y avait pas eu de dysfonctionnement dans leur service. Pierre Moscovici a confirmé qu'une réunion avait bien eu lieu le 16 janvier à l'Élysée en marge du Conseil des ministres entre François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Jérôme Cahuzac et lui-même. En page 28 et dans son éditorial, le Figaro nous disait que le gouvernement réforme l'État en augmentant les impôts. Le journal indiquait d'ailleurs que le Premier ministre français annonçait, et a annoncé d'ailleurs dans l'après-midi, les mesures visant à réduire de 3 milliards le déficit. Son plan porte surtout sur les hausses de prélèvements et des coûts de rabot sur les riches et les niches fiscales. Jean-Marc Ayrault a par ailleurs autorisé les départements à relever les droits de mutation sur l'immobilier pour 2 ans. En page 16 et 17 de Libération, le journal parlant de fraude note que Bercy veut garder son verrou fiscal. Seul le ministère des Finances peut aujourd'hui transmettre à la justice les dossiers des fraudeurs fiscaux, un privilège que le Parlement voudrait abolir, nous apprenait le quotidien. Le ministre du Budget Bernard Cazeneuve expliquait d'ailleurs à Libération pourquoi il n'entend pas céder. Égypte, derrière le coup d'État, peut-on lire à la grande une de Libé, de ce mercredi en tout cas, qui nous apprenait que les partisans du président islamiste Mohamed Morsi renversé dénoncent un complot et évoquent une manipulation de la révolte populaire par les militaires. Les mêmes causes faisant les mêmes effets en Syrie, c'est la guerre dans la guerre, rapportait la Croix mercredi. Le journal catholique indiquait que l'opposition au régime de Bachar al-Assad est entrée dans une lutte fratricide entre l'armée syrienne libre et des groupes djihadistes. L'Humanité, le journal fondé par Jean Jaurès, relevait que de moins en moins d'enfants ne bénéficient de colonies de vacances et 3 millions d'entre eux ne partent jamais en vacances. Le quotidien soulignait que le gouvernement français doit engager une politique ambitieuse en la matière, d'où la une du journal SOS Colo. Un autre SOS, cette fois la grande une de la Voix du Nord, dans sa parution de mercredi qui, parlant d'environnement, notait que les phoques n'ont pas que des amis sur la côte. Le journal lillois nous disait qu'on ressent 600 phoques gris et de veaux marins de la baie de Somme à Dunkerque. C'est sympa pour les touristes, mais beaucoup trop gênant pour les professionnels de la mer. Il faut également sauver le canal du Midi. Cette fois, c'est en page 6 de Aujourd'hui en France qui indiquait qu'une souscription est lancée pour trouver 60 millions d'euros afin de replanter les platanes qui bordent en tout cas la voie d'eau et qui ont été décimés par une maladie.
Aujourd'hui en France, à sa grande une, revenait sur l'odieux chantage au crédit d'impôt. La mesure mise en place pour aider les entreprises en difficulté est utilisée par de grands groupes pour soutirer des remises à leurs sous-traitants, écrivaient d'ailleurs nos confrères mercredi. Le quotidien phocéen La Marseillaise, dans sa livraison du jour, titrait Métropole, bataille à l'Assemblée. Les débats ont débuté mardi au Palais Bourbon. Il pourrait acter la création de la métropole ex-Marseille-Provence. La gauche est divisée sur la question, y compris localement, soulignait déjà le journal mercredi. Une grande interrogation à la grande une du quotidien de La Réunion et de l'océan Indien après le drame de la plage de Saint-Paul. Quelle sécurité pour la baignade? C'était la belle interrogation de nos confrères réunionnais. En Guadeloupe, France-Antilles nous disait tout simplement qu'il existe 7 messagères retirées du monde. Ces femmes affirment être les messagères de bonnes nouvelles. Depuis 8 ans, elles vivent en communauté et en autarcie avec 2 enfants sur les hauteurs de Marc-Gaillard au Gosier. Écrivait le journal guadeloupéen, le chef du groupe, une quinquagénaire, affirme avoir eu une révélation, un appel divin. Les 7 messagères font d'ailleurs la grande une de ce journal. Et puis en page 5, vous pouviez trouver en tout cas une drôle d'histoire où une jeune femme a ébouillanté son compagnon alors qu'il dormait. Au Luxembourg, le quotidien est revenu sur la 16e étape du Tour de France avec la victoire du Portugais Rui Costa. Selon le journal luxembourgeois, Costa a précédé d'une quarantaine de secondes ses premiers poursuivants. Un quatuor réglé par les Français Christophe Riblon devant un autre Français Arnold Jansson. En Suisse, la Tribune de Genève nous apprenait que des centaines de jeunes rouleraient sans permis de conduire. De nombreux élèves conducteurs oublieraient de renouveler leur permis provisoire. Les risques sont très importants, relevait le quotidien genevois. La Libre Belgique s'interrogeait la santé aux régions, une opération risquée. Alors que les francophones avaient dit jusque-là qu'on ne toucherait pas à la Sécu, des pans entiers de l'assurance maladie seront défédéralisés à partir du 1er juillet 2014, indiquait le quotidien mercredi, qui relevait que les présidents de partis ont dessiné les plans de la nouvelle architecture, mais sur le terrain, les craintes sont nombreuses. Pour le quotidien belge, le soir, ce sera moins d'argent pour l'école officielle. Le budget 2014 de la communauté ne sera pas indolore pour les finances des écoles. À Montréal, le métro nous affirmait qu'il n'y aura pas de hausse des tarifs des téléphones publics. Le journal montréalais indiquait que le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en abrégé CRTC, a rejeté mardi la demande de Bell Canada d'augmenter le tarif des appels locaux faits à partir d'un téléphone public payant. Et puis dans ces colonnes, le métro est allé au plus près de la zone rouge de lac mégantic. Concernant la canicule, le journal de Montréal s'est intéressé mercredi aux mesures d'urgence. La chaleur aurait fait possiblement un mort à Montréal. Selon le quotidien, la santé publique de Montréal est sur un pied d'alerte et pourrait passer déjà depuis mercredi en mode d'intervention quant à la chaleur accablante des jours qui suivent, qui aurait déjà fait également un mort, comme nous l'apprenait le journal de Montréal dans sa parution de mercredi dernier. Nous passons à la journée de jeudi. On commence toujours par la France avec le Figaro. Impôts, taxes, cotisations, ce qui vous attend 2014. C'était le titre choisi jeudi par le Figaro pour indiquer que le chef de l'État français l'avait laissé entendre lors de son interview télévisée du 14 juillet. 2014 ne sera pas l'année de la pause fiscale, mais bien celle d'une nouvelle hausse des prélèvements obligatoires. Impôts, taxes et charges sociales réunies. Une addition salée après les 22 milliards de 2012 et les 24 milliards de 2013, relevait le quotidien qui parlait également de la baisse du plafond du quotient familial, l'augmentation des taux de la TVA. Les ménages en sentiront en tout cas directement les effets. En parallèle, le gouvernement français a lancé une grande campagne de simplification administrative pour alléger la vie des Français, selon l'expression de François Hollande. Dans ces pages 5 et surtout page 20, Courson faisait savoir à nos confrères que le mieux informé sur l'affaire Cahuzac, c'était bien sûr le président français François Hollande. Le président de la commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac a assuré jeudi au Figaro que le président de la République française était au courant dès le 4 décembre dernier des lourdes charges qui pesaient sur son ministre. Ce dernier est à nouveau convoqué par les députés pour s'expliquer. En page 2 et 3 du même journal, le Figaro s'était intéressé à la double ascension de l'Alpe d'Huez, l'étape de légende. Le journal notait qu'entre 700 000 et 1 million de personnes devraient assister
bien sûr, à la 18e étape du Tour de France. Une foule record pour la centenaire de la compétition, reine du cyclisme qui verra les coureurs grimper à 2 reprises les 21 virages de la mythique ascension de l'Alpe d'Huez, une première dans l'histoire de la grande boucle. Pour Libération du jeudi, c'est le tour du doute, miracle ou mystification, les incroyables performances sur la grande boucle de Chris Froome, encore vainqueur mercredi autant pour moi, réactivait toujours les soupçons, écrivaient nos confrères. Pour le quotidien du sport et l'automobile, l'équipe Contador ne lâchera rien. Le contre-la-montre de mercredi entre Embrun et Corge a permis en tout cas une belle confrontation entre Chris Froome en tête du classement général du Tour et Alberto Contador qui est devenu son dauphin au classement général et à l'arrivée de la 17e étape mercredi. L'Espagnol veut se battre jusqu'au bout. Le quotidien catholique La Croix s'interrogeait jeudi, débat sur l'énergie et si on parlait voiture. Selon le confrère, le Conseil national sur la transition énergétique finalisait déjà jeudi ses recommandations au gouvernement visant à réduire la consommation d'énergie fossile. Pour le Parisien, en ralenti, le journal de la capitale indiquait que le ministre français de l'Intérieur confirme une possible baisse de la vitesse autorisée sur les routes et en ville. Objectif, passer sous la barre des 2000 morts par an et réduire les émissions de CO2. Pour le journal du Pays Basque, jeudi, l'État fait vœu de simplicité. Sud-Ouest apprenait à ses lecteurs que le gouvernement présentait un plan de modernisation de la vie publique visant à réaliser des économies et à simplifier les démarches. En tout cas, le quotidien français de l'économie, Les Échos, pensait que l'État fait des économies sur le dos de l'apprentissage. Le confrère indiquait que mercredi, à l'issue du comité interministériel de modernisation de l'action publique, en abrégé CIMAF, le gouvernement a annoncé la suppression de l'indemnité compensatrice de formation. Cette prime financée par l'État est versée par les régions aux entreprises accueillant les apprentis. Elle s'élève à 1 000 € minimum chaque année. Les Échos soulignaient que l'économie annuelle attendue pour l'État est de 550 millions d'euros, soit 20% des quelques 2,8 milliards d'aides au total à l'apprentissage, alors que la France compte 444 000 apprentis et que le gouvernement en vise 500 000 en 2017. L'Association des régions en France, ARF en abrégé bien sûr, prévenait dès mardi que la suppression de cette aide serait une erreur majeure en contradiction avec la priorité donnée à l'emploi des jeunes. Le journal relevait jeudi que la stupeur est aussi de mise côté patronal. C'est incompréhensible et contradictoire. Cette aide était importante pour les TPE-PME qui forment l'essentiel des apprentis. Cela laisse craindre un recul des cadres en apprentissage, provenait déjà l'UPA mercredi. Le ministère du Travail indiquait que les modalités et le rythme de cette suppression vont faire l'objet d'une concertation. Loi Florence, l'enfumage, pouvait-on lire à la grande une de l'Humanité. Le journal fondé par Jean Jaurès indiquait que la proposition de loi de cession des sites rentables est vidée de toute obligation pour les employeurs. Elle n'empêchera pas la fermeture de sites. La promesse de campagne de François Hollande s'évapore, relevait déjà nos confrères jeudi dernier. Le journal phocéen La Marseillaise nous apprenait que la SNCM contre-attaque, condamnée par Bruxelles, a remboursé 220 millions d'euros. L'entreprise engage une procédure judiciaire et veut défendre le service public. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien rapportait une journée noire pour les automobilistes et titrait « Une grève pour rien ». Le journal nous faisait savoir qu'après une journée noire pour les automobilistes, les transporteurs ont levé les barrages filtrant. La question des dettes des entreprises n'est pourtant pas réglée jusqu'à aujourd'hui. France-Guyane titrait jeudi un car éventré, une jeune fille tuée et nous apprenait que le véhicule qui transportait des jeunes catholiques a été violemment percuté par un camion sur la route de Saint-Laurent. Bilan, 1 mort et 3 blessés graves. En page 3, le quotidien guyanais était revenu sur la mort de Yolanda, une jeune fille de 17 ans. L'ado est décédé mardi soir sur la route RN3. Le conducteur mis en cause mineur n'a pas le permis et estimait avoir trop bu. Au Luxembourg, le quotidien nous apprenait que la Commission européenne voit l'avenir sans la Troïka. Le journal luxembourgeois relevait que l'Union européenne devrait pouvoir se passer de la Troïka formée avec le Fonds monétaire international en cas de nouveau plan de sauvetage de pays de la zone euro, selon la vice-présidente de la Commission européenne, Viviane Reding. Mercredi, au cours d'une conférence de presse, elle a répété ses propos qui font l'écho à des déclarations récentes du président de la Commission européenne, Josué Manuel Barroso. En Suisse, les bonnetteurs ont disparu
de Genève nous apprenait, la tribune de Genève qui nous disait que le constat est unanime, mais les raisons de la disparition de ce fléau divergent un peu. Le quotidien soulignait que l'an dernier, la tension était à son comble. Des citoyens en étaient même venus aux mains avec les joueurs de Bonneto. Un an plus tard, les bonnetteurs ont déserté les pavés genevois. En Belgique, la Libre nous donnait en tout cas le parcours d'un fraudeur vers la pacification avec le fisc belge. Eh bien, c'est la Doblis qui a fait un carton, écrivait le quotidien. Des millions d'euros sont rentrés au pays et le flux n'est pas prêt de tarir, notait le confrère qui s'interrogeait. Mais quel est donc ce Belge qui avoue ses fautes et surtout ses fautes au fisc? C'est-à-dire, en tout cas dans les colonnes du journal, il y a certaines personnes qui sont, il faut le dire, bien dans leur peau quand il parle du fisc. Le soir, autre quotidien belge nous apprenait que le gouvernement wallon est en lambeaux. Le journal notait que le conclave budgétaire a fait éclater au grand jour les divergences qui minent l'olivier depuis de longs mois. Le journal de Montréal titrait déjà prime record pour Appelbaum. L'ex-maire de Montréal, Michel Appelbaum, vient de toucher des primes de départ record de près de 260 000 $ payés par les contribuables, même s'il a été accusé au criminel. Cette somme, selon nos confrères, est la plus élevée jamais octroyée à un maire démissionnaire dans l'histoire du Québec. Le journal relève que même Gilles Vaillancourt, qui a régné pendant près d'un quart de siècle à Laval, a reçu 21 000 $ de moins. Sujet qui faisait d'ailleurs la une du quotidien montréalais Le Métro qui titrait 268 000 $ d'indemnité de départ pour Appelbaum. Le journal notait que l'ancien maire de Montréal a reçu 267 924 $ en indemnité de départ, ce qu'a confirmé la ville de Montréal mercredi dernier. Terminons par la journée de vendredi. Nucléaire, gaz de schiste et énergie, le coup de colère du patronat, c'était le titre choisi vendredi par Le Monde et qui nous affirmait que le MEDEF a jugé inacceptable les recommandations du Conseil du débat sur la transition énergétique. Il refuse toute remise en cause du modèle énergétique fondé sur le nucléaire et appelle à l'exploitation du gaz de schiste. Par ailleurs, il dénonce l'objectif d'une division par 2 de la consommation d'énergie au nom de la sauvegarde de la croissance. Fessenheim, l'enquête du journal révélait pourquoi la centrale ne sera pas fermée avant la fin du quinquennat de François Hollande. Sujet qui a intéressé également le quotidien français de l'économie, Les Échos, qui titrait vendredi nucléaire, gaz de schiste, l'échec de Grenelle de Hollande. Selon le journal, la première étape de la réforme de l'énergie désignée par François Hollande comme l'un des grands chantiers de son mandat s'achève sur un échec manifeste. Le grand débat qui a pourtant mobilisé pendant 8 mois des centaines de participants n'a pas réussi à faire émerger de consensus sur des points fondamentaux comme le nucléaire ou les économies d'énergie, soulignait déjà nos confrères qui relevaient que jeudi le MEDEF a même obtenu que les recommandations soient rebaptisées synthèse pour marquer son refus d'endosser le document final. Au lieu de faciliter l'adoption d'une loi cadre qui engagera le pays pour plusieurs décennies, la méthode de la démocratie participative aura finalement cristallisé les oppositions. En page 14 jusqu'à 17 et bien sûr l'éditorial de Pascal Pogam, page 9, vous pouviez trouver cette information. En page 24, les Échos rapportaient les révélations sur la plus grande faillite bancaire française. Selon le journal, la Cour des comptes évalue à 6,6 milliards d'euros le coût provisoire pour la France de l'effondrement de Dexia. Dictature à la Poutine, pouvait-on lire ce vendredi à la grande une de Libération qui indiquait que la peine de 5 ans prononcée contre l'opposant russe Alexei Navalny est l'ultime manifestation de la dérive du pouvoir en Russie. Dans ses pages 10 et 11, Libé se souvenait de Henri Allègre, le justicier d'Alger, qui s'est éteint. L'auteur de la question récit choc des tortures dont il fut victime en 1957 et qui révéla à la France l'autre face de la guerre d'Algérie, est mort jeudi à 92 ans. Même tonalité à la une de l'Humanité qui titrait Henri Allègre, le prix de la vérité. L'auteur de la question s'est éteint, écrivait déjà le journal vendredi, fondé par Jean Jaurès, qui notait qu'il était de tous les combats contre l'oppression et le colonialisme. Journaliste, militant, communiste, il fut l'homme qui a révélé la pratique de la torture en Algérie. Pour la Marseillaise, il était le courage de la vérité. Comme les autres quotidiens et journaux, le confrère phocéen indiquait que l'auteur de la question s'est éteint à l'âge de 92 ans. Anticolonialiste, communiste, il a été l'un des premiers à dénoncer la torture pendant la guerre d'Algérie. Hôpital, polémique sur la fermeture des urgences.
C'était le titre choisi par le Figaro pour relever que le mouvement de concentration des services hospitaliers s'accélère. Les fusions des services d'urgence qui s'opèrent à Paris comme à travers l'Hexagone inquiètent particulièrement les médecins qui font de la résistance, écrivait le quotidien qui relevait par ailleurs une fois de plus que même si l'assistance publique et le ministère de la Santé évoquent un objectif de rationalisation, les spécialistes mettent également en doute l'efficacité de cette politique. Les urgences coûtent 1,5 milliard par an à l'État, mais les Français, notamment parce qu'ils ne trouvent pas de médecins de garde, continue de s'y rendre en masse. Dans ses pages 14 et 25, le Figaro relevait la volte-face du gouvernement sur l'apprentissage. À peine 24 heures après avoir annoncé la suppression de la prime de 1 000 € par an pour l'embauche d'un apprenti, l'exécutif français a reculé face à l'affront des employeurs annonçant la création d'un dispositif spécifique pour les entreprises de moins de 10 salariés. Coût de l'opération, 300 millions d'euros, soit plus de la moitié des économies initialement attendues. En page 12, le Figaro notait qu'à l'Alpe d'Huez, Christophe Riblon entre dans la légende du Tour. Enfin, l'exploit français titrait déjà la Dépêche du Midi, journal toulousain qui indiquait que Christophe Riblon signe la première victoire française dans le Tour de France 2013. Avec panache, il gagne l'étape reine de l'Alpe d'Huez, un exploit. Pour la Nouvelle République, le Tour de gloire est enfin arrivé. On pense carrément à Georges Brassens. Le Français Christophe Riblon a remporté la 18e étape du Tour de France à l'Alpe d'Huez, signant le premier succès français de cette édition. Pour le Parisien, c'est le cadeau. Le journal écrivait, c'était la plus belle étape de ce 100e Tour de France à l'Alpe d'Huez. Christophe Riblon nous a offert une superbe victoire française. Pour le journal du Pays Basque, un Français est au sommet. Sud-Ouest Savour, Christophe Riblon s'est imposé en solitaire jeudi à l'Alpe d'Huez. C'est la première victoire d'étape d'un Français cette année. Froome reste toujours en zone. Le quotidien du sport et de l'automobile n'aurait raté cela pour rien au monde. L'équipe titrait d'ailleurs vendredi héroïque Riblon. Le journal catholique nous disait que les Belges attendent leur nouveau roi. Le prince héritier Philippe prêtera serment dimanche. Il devra, selon le quotidien, faire face aux velléités indépendantistes des Flamands. En Belgique, justement, la Libre titrait « Heureux les fournisseurs couronnés ». Le quotidien belge indiquait que pour les élus, le brevet de fournisseur de la Cour est un sésame commercial, mais pour le garder, ils vont devoir séduire le nouveau roi. En Suisse, la Tribune de Genève nous apprenait vendredi que Détroit est devenue la plus grande ville américaine en faillite. Étendard de l'automobile triomphante au début du XXe siècle, Détroit est devenue jeudi la plus grande ville américaine à se déclarer en faillite. Dernier acte en date de la lente agonie de Motor City. Acculé, la municipalité avait prévenu le mois dernier qu'elle serait obligée de faire défaut sur une partie des 18,5 milliards de dollars que représente sa dette. En sautant le pas, Détroit est devenue donc la plus grande ville américaine à se mettre en faillite. Le quotidien journal luxembourgeois parlait d'une dissolution à effet différé, contraire à la Constitution. Selon le confrère, le Conseil d'État a conclu jeudi qu'un arrêté grand-ducal dissolvant avec effet différé la Chambre des députés ne serait pas compatible avec la Constitution, ce qui mène à croire qu'une dissolution immédiate est nécessaire pour mener à bien les élections anticipées en octobre prochain. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien rapportait des témoignages. Comment je me suis libéré de l'alcool, c'était d'ailleurs le titre de la grande une de ce quotidien. L'alcoolisme fléau national, on parle bien sûr de la Réunion et locale. Comment s'en affranchir? Témoignage de Jean-Luc Emery. Vous pouviez le trouver dans les colonnes du quotidien de la Réunion et de l'océan Indien. En Guadeloupe, France Antilles nous affirmait à sa grande une qu'ils se sont dit oui. Éric et Serge ont célébré jeudi leur union à Sainte-Anne. Le journal guadeloupéen relevait que c'est le premier couple en Guadeloupe de la récente loi sur le mariage pour tous. Les deux hommes qui vivent dans l'île depuis de nombreuses années étaient émus devant une assistance composée davantage de curieux que d'opposants à ce mariage. Projet Montréal appelait déjà les partis à révéler la liste de leurs donateurs, pouvait-on lire à la grande une de Métro Montréal de vendredi. Selon le journal, Projet Montréal veut que la coalition pour Montréal et l'équipe Denis Coder pour Montréal suivent son exemple en rendant public leurs donateurs avant les élections municipales. Le Métro, autre quotidien montréalais, à sa grande une a eu une entrevue avec Don Mancini, le créateur de Chucky, qui fête ses 25 ans. Quand on parle de Chucky, on parle bien sûr de la poupée sanglante, fête ses 25 ans à Fantasia avec un nouveau film, Poupée de crise, Poupée de sang. Le journal de Montréal rapportait une faute dans le diplôme. Selon le quotidien, le ministère de l'Éducation a distribué 130 000 diplômes d'études secondaires mal accordés après avoir étudié sans répit pendant 5 ans pour réussir leur secondaire.
Adrian et Gaël, photo à la grande une. Adrian, en tout cas, et Gaël Graton n'en reviennent tout simplement pas. Le ministère de l'Éducation vient de leur remettre un diplôme qui comporte une faute très grave. Voilà, madame, c'était une vraie course contre la montre. Vous le savez très bien, nous faisons toujours le tour du monde en 60 minutes, en 1 heure. Nous faisons le tour du monde pour vous faire comprendre et surtout faire entendre toutes les informations qui ont eu vraiment l'actualité tout au long de cette semaine qui s'achève. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Il est bon de se quitter pour mieux se retrouver. Passez un très bon week-end et restez sur notre chaîne. Bon week-end à toutes. Au revoir.